Bonjour et joyeuses fêtes. C'est la fin de l'année et je suis très heureux de partager avec vous des fragments de sagesse, de réflexion, de joie. Que vous soyez d'Afrique, d'Amérique ou d'ailleurs. Je suis le docteur Marcia Bissog, Mouleti, le guide. Et je vous entretiens. C'est une vie longue, une vie de partage de connaissances. J'ai commencé à travailler très jeune. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire de la radio. Au fil de mon parcours scolaire, universitaire, j'ai continué. Donc à 20 ans, j'étais le premier animateur radio à Douala, au Cameroun, d'une radio privée. C'était énorme. Nous sortions d'un régime très fermé, où la parole n'était pas donnée. Et j'ai commencé très tôt à prendre position par mes éditoriaux, la sensibilisation, la connaissance de l'ignorance, et je n'ai pas changé. Donc j'aimerais vous dire que nous sommes là pour partager nos expériences, partager un bout d'intelligence pour que les gens évoluent. Je fais mes vidéos depuis de nombreuses années. Même ici en France, il y a plus de 20 ans, j'étais parmi les 30 premiers abonnés de Facebook. 30. Donc, c'est une aventure de 2004, Facebook, je pense. Et même quand les lives ont commencé, j'étais le premier à faire les lives. Parce que j'avais compris la nécessité de partager, de saisir cet espace virtuel pour partager les connaissances. Et tout le monde n'a pas la chance de faire des études longues. L'université, c'est dur. Là, les moyens, la chance, le milieu, le pays parfois nous sanctionne. La culture, la famille. Mais avec le monde qui éclate aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut se rattraper. Internet est là, les réseaux sociaux sont là, YouTube est là pour permettre à ceux qui n'ont pas de moyens d'apprendre. On n'est pas venu sur Terre jouer. Et je l'ai dit dans un post récent, chacun va payer sa facture. La vie est tellement dure. Chacun paye sa facture d'une manière ou d'une autre. Mais il faut être heureux de vivre. Il faut être là. On passe partout. Par la maladie, par les déceptions, par la mort, par les prisons. Et j'étais dans une structure hospitalière il y a quelques jours à Yaoundé. Et j'ai croisé des hauts commis de l'État hier qui étaient très puissants et qui étaient dans la douleur parce qu'ils n'avaient pas de liberté. Merci à toi, Christian, et bonne fête. Je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et nous partageons beaucoup de choses. Ce que j'aimerais dire à un frère qui m'a dit tout à l'heure de se mettre du côté du peuple, il ne faut pas confondre. Je n'ai été que du côté du peuple toute ma vie. Et même les réactions que vous avez eues récemment, très dures envers moi, très méchantes même, je comprends. Ça peut faire l'effet d'une trahison pour certains, mais en même temps, ne jugez pas trop vite les gens. On ne juge pas vite. Vous ne connaissez pas les vies, les parcours des gens. Être du côté du peuple, ce n'est pas faire des slogans, ce n'est pas inciter les gens à aller en prison. Ce n'est pas pousser les autres à se faire massacrer, à se faire arrêter. Être du côté du peuple, c'est aussi donner de l'éducation, c'est aussi aider. Combien, je sais qu'on est dans des peuples pas très honnêtes. On est dans des familles pas honnêtes. On n'est pas dans des familles où on connaît apprécier, où on connaît dire merci. Mais si vous êtes honnête, allez sur YouTube, regardez quel est l'Africain qui a fait autant de vidéos de savoir, de partage de connaissances que moi, agrégé ou pas, docteur ou pas. Nous venons sur Facebook parfois pour nos propres intérêts, politiques parfois. Tous ceux qui sont là viennent vendre parfois des crèmes de beauté, des mèches, du sida, je ne sais pas quoi. Mais il y a rarement quelqu'un qui vient vendre le savoir, qui vient partager le savoir.
Et c'est ça, être à côté du peuple. Deuxième chose, on fait par exemple des reproches que je peux comprendre, mais quand nous rentrons au Cameroun, on dit qu'on veut être du côté du peuple. Le premier problème en Afrique aujourd'hui, je vais vous dire, c'est l'emploi, c'est le travail. Le reste là, c'est la politique égoïste de quelques leaders. Écoutez-moi bien, le vrai problème en Afrique, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse? Et quand on dit emploi, on dit formation. Quand on dit formation, on dit éducation. Qu'est-ce qu'on donne à ces gens? Le monde a totalement changé aujourd'hui. On apprend encore la sténodactylo dans les universités. On apprend encore la linguistique, la linguistico-socratique. L'Afrique aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer dans les révolutions scientifiques, nanotechnologiques, avec ce qu'on appelle la crypto-monnaie, l'étude de la finance mondiale, on n'y est pas. On n'y est pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment arriver au pouvoir et comment tuer pour être là, comment monter la guerre. Le premier problème en Afrique aujourd'hui, c'est comment on donne de l'espoir aux gens, de la joie. Et on ne peut pas donner de la joie si on n'aspire pas à la sagesse. Et on n'aspire pas à la sagesse si on n'a pas l'instruction qu'il faut différencier de l'éducation. Vous avez vu comment l'Afrique est maltraitée dans le monde. On a amené le président qui met les t-shirts là, le président ukrainien aux États-Unis. En une journée, les États-Unis lui ont donné 100 milliards de dollars. 100 milliards pour lui et son peuple, pour aller faire la guerre. Une semaine avant, le vieux Biden avait réuni tous les chefs d'État africains pour leur donner 10 milliards. Donc un dixième pour le plus grand continent du monde avec toutes les richesses qu'on a. Une raison est simple, c'est qu'il faut qu'on crée nous-mêmes notre richesse et qu'on apprenne à fabriquer ce qu'on mange, qu'on développe des industries. Je mourrais peut-être, mais moi, ma version de la politique. Prenez un leader politique chez nous. Aucun homme politique chez nous n'a même une boutique, n'a même une entreprise. Ils croient que la politique, c'est une entreprise. Donc, ils vivent de la politique, donc sur les cotisations, les dons et l'argent des gens. Et ce genre de dirigeants, l'Afrique n'en a pas besoin. C'est de l'idéologie. Tous les leaders mondiaux aujourd'hui sont des patrons de l'économie. Tous les leaders politiques. Regardez les Donald Trump. Avant d'arriver au pouvoir, est-ce que tu es un patron économique? Est-ce que tu comprends la macroéconomie? Est-ce que tu peux t'engager? Est-ce que tu peux développer une idéologie? Parce que tout le retard de l'Afrique, mes frères chers, tout ce qu'on pleure là, c'est qu'on ne sait rien faire. On ne peut pas soigner nos populations, on ne peut pas nourrir nos populations, on ne peut pas donner la science, on ne peut pas avoir les industries. C'est pour ça que nos enfants viennent errer à Paris. C'est pour ça qu'ils sont nerveux et méchants et bêtes sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont désespérés. Tous les enfants qui sont perdus en Italie et au Canada, même après nos études, servent à quoi l'Afrique? Ils ne peuvent rien fabriquer. Ils sont employés dans des cliniques en France. Elles sont aides-soignantes, elles sont infirmières, ils sont médecins. Ils sont avocats, mais des petits avocats commis. J'ai rencontré un avocat africain, camerounais la dernière fois à Paris, qui était triste. Parce que tous ces procès, c'était d'aller chercher les petits arabes drogués pour les représenter. C'est-à-dire les commis d'office. Les grands cabinets d'affaires, il n'y a aucun grand cabinet d'affaires d'avocats en Europe tenu par un noir. Et ma réflexion, c'est si tous les Africains commencent à rentrer et à développer les projets, pour au moins déjà aider le village, aider la ville, aider la communauté, on va se développer. Je comprends. Albert Barouti, ça ne sert à rien de m'attaquer sur ma vie personnelle et privée. Prenez les enseignements que je vous donne. N'est-ce pas? Prenez les enseignements que je vous donne. Parce que la maladie de l'Afrique aujourd'hui, c'est le manque de sagesse et d'amour. Donc un manque de philosophie.
Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'espère que je vais être très clair. J'aime les Africains dans leur côté émotif. On a perdu un grand Africain, Omotunde Kalala, qui était mon collègue en 2007-2008 à Télé Sud. Nous avons partagé beaucoup de choses. On avait beaucoup de visions. On avait une même vision. Mais les Africains découvrent Kalala Omotunde aujourd'hui et le présentent comme un très grand. Mais quand il est mort, je n'ai pas vu quelqu'un, je n'ai pas vu cette masse. C'est-à-dire, on a réduit Kalala à un sectaire de la science. Alors qu'il disait un truc simple, c'est il faut qu'on retrouve notre dignité. Et en maîtrisant notre histoire. Tout ce que Kalala a dit, c'est un illustre fils de Cheikh Anta Diop, ce que je vous dis tout le temps. Sa fierté, c'était déjà d'être un entier, mais pas un entier lavé du cerveau, pas un entier dénaturé, un entier complexé. Mais après, quand Kalala meurt, est-ce que les jeunes Africains ont mis une stèle à son nom? Est-ce qu'on a popularisé ces humanités? Est-ce que vous savez, on aime quand les gens sont morts pour les découvrir et les célébrer. Moi, je ne demande pas votre affect. Je demande simplement qu'on respecte les gens, qu'on se respecte. À défaut de s'aimer, respectons-nous. N'est-ce pas? Et quel que soit dans ma vie privée, c'est comme si quelqu'un vient vous dire demain qu'il est polygame dans sa vie privée et vous ne l'aimez plus. Vous n'aimez plus ses cours. Vous savez, je suis issu d'une très grande famille d'aristocrates de l'enseignement en Afrique. De témoin Melone à professeur Roger Gabriel Lep. D'accord? Je suis un enseignant dans l'âme. Je suis quelqu'un profondément averti des humanités et métaphysique et physique et classique et inclassable et même ésotérique. Donc quand je vous donne un enseignement, qu'est-ce que ça peut vous faire que je ne puisse pas être de votre village ou de votre clan ou de votre parti politique? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je comprends la question de mon frère Mamilo qui disait, évidemment, on fait tout pour aller créer des entreprises en Afrique, mais on a des blocages. Mais les blocages viennent d'abord de nous-mêmes. Nous nous détestons. Enfin, je viens du Cameroun. Hein. Je peux vous dire que le Camerounais est quelqu'un de très haineux. Très haineux du talent. Comme il estime qu'il est riche et intelligent plus que les autres, il ne faut pas que quelqu'un d'autre soit riche et brillant à côté de lui. C'est ça le Camerounais. Et ça crée, la conséquence, c'est que les malaises sont là. Personne ne vous facilite la tâche. Tout le monde est un blocage pour tout le monde. C'est-à-dire, quand vous regardez un Camerounais, ils ne sont d'aucun parti politique, ils s'en foutent. Ils sont dans leurs intérêts. Mais il ne faut pas que toi, tu aies tes intérêts. Il faut que toi, tu serves leurs intérêts. Sinon, on ne t'invite pas. Sinon, on t'exclut. Sinon, tu n'es pas de leur cercle. Le Camerounais ne t'appelle que pour servir ses propres intérêts. Ou il ne t'aime, il ne like que quand tu sers ses intérêts. La preuve, si je change de discours, et je l'ai fait pendant longtemps, vous savez ce qui m'a valu un petit lynchage sur les réseaux sociaux, que j'accepte, parce qu'on ne critique que celui qui existe, celui qui est fort. On ne critique jamais un faible. On ne lance jamais le caillou à quelqu'un qui n'existe pas. D'accord? Alors, les gens qui vous attaquent, en réalité, ont peur de vous. Ils ont peur de savoir que vous êtes une puissance. Et ça, je l'ai bien compris, mais c'est autre chose. Je vous prends un cas très simple. Il y a un leader politique au Cameroun qui allait en prison, qu'on a arrêté à l'époque, après les contestations des élections. Et moi, je n'ai jamais été dans un parti politique officiel, à part être leader de mon propre mouvement politique. Mais je trouvais quand même qu'il était injuste qu'on embastille quelqu'un juste parce qu'il a marché. En dehors de toutes mes convictions, j'ai pris des risques énormes pour défendre ce droit à la liberté. J'ai fait des lives
que je ne peux pas effacer, que j'assume, pour défendre le droit à la liberté. Je ne trouve pas normal qu'on soit dans un grand pays comme le Cameroun et qu'on incarcère les gens pour leurs opinions. Ça, je l'ai fait. Mais est-ce que ça... À quel moment j'ai été avec vous dans l'idéologie politique? Et dès que je prends donc position sans me dédire, et je dis qu'aujourd'hui je fais autre chose, les gens ne supportent pas. Parce qu'en réalité, vous avez une frange de gens, je ne crois pas à l'amour des réseaux sociaux. Hein, il n'y a pas d'amour ici, c'est du virtuel. Je suis quand même un averti de la communication. Les gens veulent juste se servir de vous, ils veulent trouver un nouveau type chez qui on met les likes et on partage, ça fait du bien. Hein, on partage nos frustrations. Mais en réalité, quand vous êtes maintenant sur le terrain, qu'est-ce que vous demandent les gens? C'est d'aller vous faire arrêter. C'est-à-dire de rentrer au Cameroun comme je rentrais et d'être véhément, d'attaquer le système. Et là, tu es avec les gens. Et je vous dirais, il y a un monsieur qui s'appelle Mathieu Youbi, qui est très proche de l'homme politique que je ne citerai pas ici pour ne pas... Alors ce personnage, je lui annonce la sortie de mon livre et que je vais faire les dédicaces. J'ai les conversations, on discute. Et il me conseille de faire des conférences dans tout le Cameroun et surtout à Bafoussam. Et là, on va inciter les gens à vraiment garder l'attention et puis qu'on m'arrête. Et dès qu'on m'arrête, on lance les marches. Voilà le projet qu'un ami qui est proche de ce parti politique me dit. Voilà le projet. C'est-à-dire à moi de venir, moi je viens présenter une œuvre, mais il faut que je crée de l'émeute autour de ça et dès qu'on m'arrête, on lance les manifestations. Et quand je lui ai dit, tu sais, je ne marche pas comme ça, et vous comprenez la déception. On veut trouver un bouc émissaire qui paye pour nous. Les pauvres ne veulent pas prendre leur destin en main pour lutter pour eux-mêmes. Ils veulent trouver quelqu'un qui paye. Et beaucoup sont embastillés aujourd'hui derrière ces conneries-là, au nom d'une pseudo-liberté que personne ne peut maîtriser. Et on pousse les gens à se faire embastiller, mais parce qu'on fait les likes, et après on va cotiser, on va envoyer 200 € et tout, on va faire des lives pour dire que sa famille souffre et tout. Alors c'est beau, je ne critique pas, mais respectons-nous, respectez la vie des autres. Alors, deuxième chose, les vraies questions maintenant qu'on va poser en Afrique, c'est est-ce que les Africains ont besoin de multipartisme sous prétexte de la démocratie qu'on va confondre avec l'anarchie? Est-ce qu'on n'a pas besoin de créer un système où nous tous on se retrouve? Parce que même en Europe, quand vous étudiez les systèmes politiques, il n'y a véritablement pas de démocratie comme nous on l'entend en Afrique, c'est-à-dire le droit de dire et de faire tout ce qu'on veut. On ne dit pas on fait tout ce qu'on veut dans un pays. Ceux qui gèrent le pays sont connus, à condition qu'ils gèrent bien. C'est les mêmes grandes familles. J'ai toujours dit aux gens, et ça, les Africains ne veulent pas le comprendre, mais c'est la réalité, c'est la science politique pure. Nous sommes en France, il y a 5 ans, en finale des élections, le même débat opposait 2 personnes qui représentent 2 blocs de pouvoir. Macron, qui représente l'énergie, la finance, hein, la jeunesse et l'oligarchie, et Marine Le Pen qui représente la racine du pays, donc ouais, un racisme un peu pur, là, les gens qui défendent leur terre et tout. Et 5 ans après, on a eu... 5 ans après, on a eu les mêmes gens. On a eu Macron, on a eu Marine Le Pen. Et nous sommes dans le pays le plus démocratique du monde. 80 millions d'habitants, 2 candidats en 10 ans, les mêmes. Marine Le Pen est la fille de son père, et puis Macron est le fils du système de Jacques Attali, donc de Mitterrand,
même de Chirac un peu, de Hollande, dont il était le directeur de cabinet. Et donc, tout ça nous pousse à comprendre que finalement, rien ne bouge. Mais l'avantage, ce qu'il faut comprendre, c'est que mais tout doit être fait pour que le peuple français se soigne et mange, et travaille, étudie. C'est ça, la politique. Qu'est-ce que l'élite qui a appelé à faire les affaires, appelé à être aux affaires, fait pour le peuple? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Mais en Afrique, on ne veut même pas poser ces questions. On veut même à la limite mettre quelqu'un de notre village, mais qu'il ne fasse même pas le travail, mais juste parce qu'il est de notre village. Et dès que tu pousses la réflexion, les gens s'énervent. Ne vous énervez pas. Calmons-nous. La sagesse, c'est prendre le temps de réfléchir. Je regarde aux États-Unis et les Africains sont un peu malhonnêtes parce que ce qu'ils voient ailleurs, ils refusent de l'accepter chez eux. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est le même système depuis Bush père qui est là. Obama est le père de Biden et Obama est le fils de Clinton. Depuis Jefferson Kennedy, tu as 2, 3 grandes familles qui sont là aux États-Unis, qui sont aux affaires. Et aucun Américain, il ne viendrait pas à l'idée de 400 millions d'Américains de contester ça. Mais ce qui intéresse les États-Unis, est-ce qu'ils sont leaders? Est-ce qu'ils maîtrisent les armes? Est-ce qu'ils maîtrisent le dollar? Est-ce qu'ils commandent l'économie du monde? Est-ce que ceux qui viennent aux affaires sont là pour maintenir la flamme? Poutine est là jusqu'en 2035, ça n'énerve personne. Je n'ai pas dit qu'il faut légitimer les dictatures en Afrique. C'est pas ne coupons pas la poire, hein? Essayons d'aller doucement. Donc, en Afrique, est-ce qu'on va aller vers un système fort? Moi, je ne rentre pas en Afrique pour être dans un système faible. Je ne suis pas un homme faible. Je n'ai pas envie de marcher avec des faibles, des tribalistes, des négatifs. J'ai envie de marcher avec une jeunesse, avec des gens qui produisent, avec de l'intelligence, avec des gens qui avancent, avec des gens qui réfléchissent république. Je ne marche pas avec des gens qui réfléchissent clanique. Ça ne marche pas avec moi. Quitte à ce que je perde tout ce que j'ai sur terre, jamais je ne serai du camp du tribalisme, du clanisme, de la pauvreté. Nous sommes là pour développer un pays ou l'Afrique. Peut-être ça ne viendrait pas avec nous, mais on est en train de poser des bases de la réflexion. Si vous êtes aujourd'hui sur les plateaux télé, si vous débattez à longueur de journée, dites-vous bien que c'est M. Martial Bissong qui vous parle, qui est à la base de la création des débats. Je sais que vous avez la mémoire courte. Je sais que les gens veulent effacer ce qu'on a fait. Les gens veulent même effacer votre parcours, votre CV. Mais vous ne pouvez pas tricher. C'est moi qui ai créé le débat politique au Cameroun. Même en Afrique. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ils m'ont dit, Monsieur Bissong, la Côte d'Ivoire découvre les débats politiques aujourd'hui. Mais ça vient du Cameroun. Et je suis le fondateur ou l'un des fondateurs. En mettant de l'argent, de l'intelligence qu'on a ramené, l'expertise qu'on a ramenée de France. C'était pour que les gens débattent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire comme si on ne débat pas bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on n'a pas besoin en Afrique, hors parti politique, hein, de créer des centrales d'intelligence où on réfléchit sur l'avenir du pays? Parce que moi, je viens du Cameroun. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun débat sur l'avenir du Cameroun. Les gens ne parlent pas d'économie. Les gens ne parlent pas de progrès. J'étais dans un hôtel du Cameroun qui s'appelle K Hotel. Et c'est un très bel hôtel, hein, à Douala. Et il y avait des Pakistanais là. Je vous jure, ils avaient plus de 500 millions en liquide. Je sais pas, ils parlaient d'acheter les champs. Ils étaient en train d'acheter des champs. Et je voyais des Chinois en face, dans ce même hôtel. Hein? Les gens parlaient du pays avec espoir. C'est-à-dire, tous les étrangers parlent d'espoir. Les avions d'Air France sont pleins 2 fois par jour. De Français, de Libanais, de Marocains, de Japonais. Tous sont heureux d'entrer au Cameroun.
tous viennent faire des milliards. Il y a une société de Libanais qui nous vend l'eau, là, Supermont. Ce n'est rien d'autre que de l'eau qu'ils mettent dans les bouteilles. Alors, les Camerounais, eux, ils sont heureux d'être divisés. Parce qu'ils envoient 2 vieilles voitures et 2 matelas pourris dans les conteneurs. C'est pas de l'affaire. Ce que je veux inciter les gens à comprendre, c'est que le jour où nous allons reprendre notre économie, le jour où nous allons nous mettre ensemble pour monter des vraies structures, nous allons essayer d'être moins haineux. Parce que nous sommes frustrés. Les gens sont frustrés dans leur propre pays parce qu'ils ne mangent pas bien. Ils trouvent que c'est l'enfer. Ils trouvent tous les maux. Pourtant, le Cameroun est le même paradis que nous fuyons. Dites aux Français que le Cameroun, c'est de l'enfer, ils vont se moquer de vous. C'est eux qui ont les 3/4 de l'économie. Dites aux Libanais que le Cameroun, c'est de l'enfer, ils vont se moquer de vous. Alors, dites aux Chinois. Alors, nous, on ne veut même pas se mettre ensemble pour se... Je ne sais pas comment vous expliquer. La politique est vite venue jeter un petit poison. Pour nous, politique veut dire poison. Politique veut dire insulter l'autre. Ne plus travailler avec l'autre. Surtout quand il n'est pas de notre village. Et ça crée que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas des groupes. Si vous êtes heureux, citez-moi un groupe de Camerounais, 5 ou 10 qui travaillent ensemble, qui ne sont pas du même village. Hein. Je veux dire qui travaillent ensemble par compétence. Ça n'existe pas. C'est difficile à trouver. Et moi, je suis rentré au Cameroun dans une autre démarche. Et j'ai commencé à comprendre que si... Parce que ne nous mentons pas, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Chinois qui étaient même à la Silicon Valley, qui étaient docteurs, qui étaient tout ce que vous voulez, ingénieurs aux États-Unis, ils ont mis leur économie, 20 000 $ chacun, 10 000, 5 000, pour entrer avec en Chine. C'est-à-dire, c'est comment faire pour vider notre argent dans les banques suisses, françaises, canadiennes et américaines pour le faire entrer au Cameroun. Ça demande du patriotisme. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices. Moi, avec mes maigres petits moyens, je l'ai fait. Il faut qu'on ramène notre argent chez nous déjà. Et je compte sur l'ingéniosité des Camerounais. Maintenant qu'on a ramené l'argent, maintenant qu'on peut gagner des parts de marché, maintenant qu'on peut trouver l'espoir, parce que le désespoir dont on dit là est palpable par le manque d'emploi. Nous, on a une structure au Cameroun qu'on est en train de monter et qu'on a montée. Pour recruter une assistante de direction, j'ai eu 400 demandes. Une assistante de direction. 400 demandes. Et j'ai failli pleurer. C'est-à-dire, oui, faisons de la politique, mais où est la politique là quand les enfants qui ont des Master 2 veulent être assistants de direction et elles sont 400 pour un poste? Je vous épargne donc de l'ENAM, je vous épargne de l'EMIA, je vous épargne de Eaux et Forêts, de la douane, de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est une pression énorme si le tissu économique est maigre. Donc, à côté de l'État qui est pachydermique, nous avons ici une structure économique du déballage. Il y a quelques 3 frères de l'Ouest là qui résistent avec quelques structures, que je salue d'ailleurs, mais ils ne peuvent pas faire le poids économique. Le reste, là, c'est la débrouillardise. On ne peut pas se développer. Maintenant, bon, je salue mon frère Angilbert Lebon d'Achua.
c'est un ami, je peux le dire, de plus de 20 ans. Et qui Albert Lebon-Dachua? Albert Lebon-Dachua, c'est une tête pensante du parti politique d'opposition, que je ne citerai plus parce que je n'ai plus la force de perdre mon temps. Les gens comprennent toujours mal. Voilà l'exemple de quelqu'un qui reste mon frère et regardez son message. Je pense qu'il a fait un argumentaire, mais il me souhaite quand même bonne fête. N'est-ce pas? C'est-à-dire que il n'est pas... On a partagé et on partage beaucoup de valeurs que vous ne pouvez même pas savoir. Mais même quand il fait son argumentaire où il n'est peut-être pas d'accord avec moi, je n'ai pas encore lu, mais tout ce que je retiens, c'est joyeux Noël, frangin. Ça veut dire que nous restons encore des frères. Et nous allons mourir des frères. Et quand Gilbert Lebon-Dachua était injustement arrêté, je n'ai pas dormi ici à Paris. J'ai même cotisé, mais on ne va pas revenir là-dessus. Parce que les gens qui nous insultent aujourd'hui, c'est facile. Mais vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas ce qu'on appelle une lutte. Vous ne savez pas ce qu'on appelle une lutte politique. Et je respecte beaucoup Gilbert Lebon parce que c'est un grand homme, c'est un ingénieur formé en Allemagne, mais justement il est rentré au Cameroun et je trouvais que sa place n'est pas en prison. Gilbert Lebon-Dachua, par exemple, était un des hauts cadres à Orange Cameroun à l'époque, où Mobilis, c'était le directeur technique. Et si des gars comme ça, des Camerounais sont directeurs techniques des structures multinationales, colonialistes, esclavagistes, moi, je ne lui ai pas fait le reproche à l'époque de travailler pour des esclavagistes, n'est-ce pas? Mais si le Cameroun lui donne, par exemple, des moyens, au lieu de perdre cette énergie dans des luttes inutiles, ce monsieur peut développer un réseau téléphonique à lui tout seul. Bon, là, il revient sur le fait que le multipartisme, bon, ça, c'était Albert Mbida. Non, je ne parlais pas de cette époque, ça, c'est 90. Évidemment, avec tout le respect que j'ai pour ces pionniers. Hein? Mais je dis, pour la télévision pluraliste, en 90, j'étais un genou, je n'étais pas là, je n'ai pas la prétention. Je dis, éclater dans le paysage médiatique. Je suis le patron de du pluralisme radiophonique au Cameroun et télévisuel. Je suis l'un des pionniers, je suis le premier patron ou le premier vecteur, le premier journaliste indépendant dans le sens pur du terme, parce que j'étais le premier journaliste privé des médias privés au Cameroun. Pas animateur, je dis journaliste. Même si les deux, c'est la même chose. J'étais le premier à traiter de l'information, le premier qui a ouvert un micro privé à Douala. En 2000. C'était moi. Et ce n'était pas pour chanter, pour danser. C'était pour poser déjà les diagnostics de cette société bloquée. J'étais à Equinox, j'étais directeur à Equinox. C'est-à-dire j'étais régisseur général à Equinox. Et j'ai été le premier à recevoir toutes les personnalités politiques. Des Cananisais à je ne sais pas à qui. Ahmed Yondo Black, à tout. Donc, je ne ressasse pas, je dis juste que je fais partie de cette génération de Camerounais qui n'a pas fui, ou qui n'a pas baissé les bras, ou qui est toujours dans la lutte. Mais la lutte prend des formes. Et je l'ai dit à la télé, même si j'étais sur STV où ils m'ont mal filmé, où ils m'ont dégradé l'image, où ils ont voulu me surprendre et m'embêter, je n'allais pas pour ça. Mais j'assume. Mais ce que je dis aux Camerounais, c'est que la lutte qu'on mène là, elle est sur deux fronts. Un, retrouver notre souveraineté politique et économique et culturelle. Et deux, maintenant, il y a les batailles politiques ici qui ne m'intéressent pas. La preuve, ceux que vous me nommez aujourd'hui, ceux qui sont députés ou je ne sais pas quoi, ceux qui viennent du quartier, qui sont déjà en politique, qui sont venus même après nous, vous ne leur faites aucun reproche. Et parce que, voilà, et je ne sais pas ce qu'ils ont apporté de nouveau dans la politique camerounaise. Je vous parle de la transformation en profondeur. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Fauchivé, ça doit être le fils de son père, le docteur Fauchivé, hein, et qui est à Douala. Il m'a dit un jour, monsieur Bissok, vous êtes le père de la démocratie au Cameroun. Ça paraît banal, mais c'est vrai. Et je ne demande pas qu'on me respecte
mais qu'on respecte au moins ce que je représente. La preuve, aujourd'hui que j'enlève un peu le pied pour des raisons personnelles, les gens veulent m'assassiner. Les gens croient que... Voilà. Bon, bref, c'était une parenthèse. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de passer... Ce que moi, je vous souhaite, c'est de passer de très bonnes fêtes. Buvez un maximum d'eau. Prenez soin de votre santé, s'il vous plaît. Prenez soin de votre santé. C'est l'essentiel. Parce que si on n'est pas vivant demain, ça ne sert à rien. On n'est pas là. Il faut être présent. Moi, je crois en ce pays, je crois en l'Afrique. Ce n'est pas évident pour nous. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Les batailles sont dures. On ne pardonne rien aux intellectuels. On nous accuse de tout alors qu'on n'est rien. On n'a aucun pouvoir. Enfin, moi particulièrement, je n'ai aucun pouvoir à part donner des petits enseignements. Et je vous l'ai dit. Les gens qui veulent faire leur révolution commencent à la faire par eux-mêmes. Maintenant, quand on parle de politique en Afrique, est-ce que dans nos villages, il y a les partis politiques? Tundania Baba Akeva. Est-ce que dans nos villages, on a les divisions? Dans les villages, il y a des clans, il y a des familles, mais il n'y a pas de division. Parce que peut-être maintenant que la politique entre dans les villages et dans les familles, mais en réalité, dans les villages, les gens, même quand il y a il y a une année, enfin, il y a quelque temps, j'ai donné à manger à mon village, j'ai offert un bœuf. Et les gens m'ont dit, si tu donnes ce bœuf-là, si le bœuf passe par le chef du village, nous, on ne vient pas manger. Et je leur ai dit, mais vous voulez donc que je vous donne le bœuf sans le chef du village? Ils ont dit non, ils ne peuvent pas. À la fin, j'ai quand même remis le bœuf au village et chez le chef supérieur. Et pendant que le chef supérieur divisait, il y avait 4 grandes familles. Et curieusement, tout le monde est venu prendre son morceau de bœuf. Et j'ai dit, mais attention, ces gens-là veulent... Donc, ils voulaient m'amener, me mettre en conflit avec le chef supérieur, parce qu'ils ont leurs problèmes. Mais à la fin, tout le monde est quand même venu manger. Et c'était ça l'Afrique avant. C'est-à-dire, quelles que soient nos divisions, on savait comment on repartit la viande au village, comment on mange, comment on vit. Et c'est en train de disparaître aujourd'hui. Est-ce que l'avenir de la politique en Afrique, ça ne sera pas un grand baobab où nous tous on va s'asseoir pour manger? Je ne crois pas à l'alternance de ceux-ci vont gérer, ceux-là vont revenir gérer. Je crois en Afrique qu'on aura besoin d'une commune gestion de la chose publique, en mettant tout le monde. Sinon, ça va créer les guerres civiles, les frustrations. C'est des points de réflexion, hein, s'il vous plaît. Si vous êtes agrégé ou docteur ou savant, réfléchissez-y à un système politique. Moi, ce que je pense pour le Cameroun, par exemple, c'est à la fin, qu'est-ce que les gens veulent? On veut manger. On veut vivre en paix. On veut s'embrasser, même la crise anglophone. Est-ce que vous savez que tous nos frères anglophones qui ont traversé de l'autre côté vivent chez nous, chez eux? À moins d'être malhonnête, est-ce qu'il y a déjà un frère anglophone qu'on a tapé ou qu'on a chassé quelque part au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, même dans mon village? Ils sont partout chez eux, ils sont rentrés dans l'autre Cameroun. Ça leur a permis de découvrir aussi l'autre culture. On ne se frôle pas. Et troisième chose, j'aimerais, avant qu'on ne soit totalement chacun dans son parti politique, dans les clivages, réfléchissons grandement, chers frères et sœurs. Pensons aussi positif. Juste positif. Hein?
Je n'ai pas pu aller à la frontière Cameroun-Nigeria. Le Nigeria a inauguré son métro l'autre jour, son TGV. On a inauguré la route à la frontière à Efok entre le Cameroun et le Nigeria. Nous avons 1400 km de frontière avec le Nigeria qui est la puissance première en Afrique, avec 400 millions d'habitants, dont la population de toute l'Europe. Aucun journal n'en a parlé. Pour moi, voilà l'avenir. Voilà quelque chose de positif que moi j'ai vu au Cameroun. Mais les gens parlent de la guerre anglophone tous les jours comme si on doit célébrer la guerre. Il faut que ça s'arrête. On nous a fait une route entre le Cameroun et le Nigeria. C'est une route bitumée, c'est 2 voies, c'est magique. On peut faire les affaires et s'enrichir, faire tourner l'économie. C'est l'économie qui tient un pays. Je vous le redis en vérité. Si les Camerounais retrouvent l'emploi, le plein emploi, l'industrie, les affaires, si on nous facilite la tâche au niveau des papiers et tout. Deuxième chose, on parle aussi des papiers. Moi, je peux vous garantir, je ne défends pas l'État. Je ne suis pas envoyé, même si ça peut énerver certains, mais dites aussi quand c'est bon. On ne peut pas vivre de la négativité tout le temps. J'ai ouvert la société au Cameroun en 2 heures. Chers Camerounais, allez à Yaoundé, à côté de la CRTV radio. Il y a un organisme là. Et celui qui m'a amené même, c'est Mamilo. J'ai ouvert une société au Cameroun, 2 sociétés même en 2 heures. Je ne dis pas que tout est parfait, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Ça veut dire que les frères qui sont en Europe ici, qui ont beaucoup d'argent, non, mon frère, ça n'a rien à voir avec le parti au pouvoir ou tout ça. Je ne t'aime même pas. Vous voyez, il ne faut pas réduire ça. Je te dis que allez-y et essayez. Vous allez voir que c'est peut-être difficile, mais il y a quand même ce pays qui avance aussi. Quand on a accepté de voir la vie autrement, on se développe aussi. Regardez par exemple sur la Côte d'Ivoire, un pays que j'adore et je suis attendu là pour une grosse conférence encore. Regardez la Côte d'Ivoire. Le métro est en train d'être inauguré. Les routes sont viabilisées. On a inauguré l'autoroute du Nord entre Odiéné et Abidjan. Mais admirez aussi quand ça se passe bien en Afrique. Allez en Éthiopie, vous voyez comment les gratte-ciel poussent tous les jours. Allez au Sénégal. En 10 ans de Macky Sall, vous n'allez pas reconnaître Dakar. Parce qu'il y a une jeunesse qui est en train de rentrer. Vous êtes bloqué en Europe avec des petits métiers. On vous perd le temps. Le temps est fini de nous cacher. Et c'est ça mon discours. Et pour qu'on rentre, il faut aussi quand même accepter de côtoyer l'État. Je ne sais pas sous quelle forme. Chacun va faire ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui vais quand même... Hein? Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, c'est que la politique, en même temps, est en train de nous réduire à l'état négatif. On ne construit rien dans la négativité. Sous prétexte qu'on est critique. On est critique, mais sans base. Bon, moi, ce qui m'interpelle, c'est le côté souvent politique. Je parlais de la Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire. Gbagbo était président. Ouattara est président. Bédié est président. Mais les 3 vieux faucons, là, personne ne veut laisser. Et il y a les élections bientôt. Si les 3 là, parce que Bédié dit qu'il est candidat, il a 92 ans, sonné bientôt. Gbagbo qui a une santé qui ne tient plus, qui a été président, ne veut pas laisser. Ouattara, c'est pas sûr qu'il laissera. Puisqu'il dit que c'est le premier mandat de sa mandature. Nous sommes encore exposés à une guerre civile qui peut venir casser toutes les bases économiques que je venais de citer là. Le progrès économique à 9 chiffres, à 2 chiffres, à 9%. Donc c'est ça le risque en Afrique.
C'est ça le risque en Afrique. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une fragilité institutionnelle qui épouse la misère sociale. C'est-à-dire les gens sont mécontents, le peuple est mécontent, pas de la politique, mais du manque d'opportunités. Même si on vous met les plus grands gérants, même si tu mets Biden au Cameroun, avec une économie extravertie qui ne produit rien, les gens auront toujours faim dans les quartiers. Mais quelqu'un me parle de la double nationalité. Franck, mon petit frère, est-ce que tu peux croire qu'un homme moderne comme moi, je suis pour le blocage des énergies? La double nationalité, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Attends, vous me reprochez même de quoi? Vous croyez que... En tout cas, moi je vais vous dire, s'il y a un homme politique au Cameroun qui a le droit de parler de modernité et de progrès, c'est moi. Tous les livres que j'ai écrits, toute ma réflexion est basée sur le progrès. Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Ça fait plus de 10 ans. L'émergence d'une Afrique rayonnante, donc le progrès. Mais j'ai constaté qu'au Cameroun, on aime les hommes politiques un peu villageois. C'est-à-dire des quartiers arts, des filles du quartier, des gars du quartier. Parce qu'ils ont la tête de l'emploi. Ils ont le discours de l'emploi. Ils ressemblent aux gens qu'ils sont censés défendre. Mais ils ne peuvent pas défendre ces gens parce qu'ils n'ont pas l'armature intellectuelle et la densité, l'épaisseur et la vision d'un monde qui progresse. Ils sont rétroactifs. Ils sont rétro-villageois. Ils sont communautaristes. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre ou vous faites exprès. C'est-à-dire, au Cameroun, nous, on va te dire, non, toi, tu es trop, on ne veut pas de toi, tu fais le blanc ou tu es en France. On veut un gars du quartier. Mais le gars du quartier ne peut pas vous développer parce qu'il ne connaît pas comment marche le monde. Je le dis. Et je vais vous rappeler, monsieur, que la prétention n'est pas un crime, sauf chez les pauvres. Je prétends à un meilleur pays. Je prétends à une hauteur d'esprit. Je prétends à la grandeur. C'est prétentieux de prétendre, sauf chez les gueux. Et vous voulez en même temps vous développer, mais vous n'aimez pas quand on est brillant. Au Cameroun, il faut se développer, mais sans toi. Mais quand on laisse donc les pieds cassés, les pieds nickelés, vous tournez autour du pot, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la capacité de créer un système économique et politique qui va vous sortir de la moise. Ça fait 60 ans qu'on trime parce qu'on est villageois. Mais tout ce que vous faites là, c'est la sauvagerie. Ce n'est pas de la politique. Le jour où on admet qu'il nous faut des esthètes en politique, qu'il faut des jeunes plus audacieux, plus modernes, pas des jeunes qui nous parlent de tribalisme et de rentrer au village, pas des jeunes qui nous parlent de nous regrouper en sorte de clan, d'enclos. Aucune tribu n'a tout. Il n'y a pas tout dans une tribu. Retenez ça aujourd'hui, chers Africains. Retenez ça aujourd'hui. Je tenais à faire cette sortie pour faire un aggiornamento, mais aussi pour vous dire que il faut compter sur les gens qui ont une vision à long terme. Les émotifs, les gens qui vous font plaisir sur Facebook, les gens qui tiennent des discours qui plaisent à vos familles, à vos clans, ça ne développe pas un pays. Le développement d'un pays, c'est qu'est-ce qu'on met sur la base économique. Comment ramener nos enfants les plus érudits. Comment ramener aussi de l'argent. Comment faire à ce que l'argent entre. Comment faire à ce que l'économie reste entre nos mains. Comment faire pour qu'on donne de l'emploi. Comment faire pour transformer la vie des gens. Comment faire pour transformer aussi nos cœurs. Parce que nous avons une république du mauvais cœur. C'est-à-dire que le Camerounais n'est pas gentil.
Vous allez à l'hôpital, vous le voyez. Allez dans les services, dans les bureaux. Allez même dans les gens, chez les gens qui disent qu'ils sont opposants. Vous voyez comment ils traitent leurs domestiques, leurs employés, comment ils vivent avec les autres. Allez même dans le système, même l'État. Donc, le Camerounais dans son ensemble, qu'il soit parti de l'État ou pas, enfin, l'État c'est tout le monde, mais qu'il soit fonctionnaire ou pas, a une mentalité de la méchanceté, une mentalité de blocage, une mentalité de... Voilà. Et c'est cette mentalité sauvage, pseudo-villageoise, qu'il faut dépasser pour entrer dans un pays moderne, dans un pays où on se respecte, dans un pays où on s'embrasse, même si on est divergent, dans un pays où on peut faire tous des concours, enfin nos enfants, sans regarder le nom ou l'appartenance. Nous sommes dans un pays où tout le monde doit contrôler la gestion de la chose publique, où l'argent doit servir à quelque chose de bien, où on doit contrôler. Nous sommes donc dans un pays à bâtir. C'est tout ça qui me pousse à réfléchir. D'ailleurs, je ne suis pas venu en France me balader. Je suis en train d'écrire mon prochain ouvrage. En même temps qu'il y a un programme politique. C'est-à-dire que il faut qu'on soit dans la... Qu'on soit dans... Enfin, le titre du livre, c'est « Industrialisons-nous et taisons-nous ». C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, le problème va rester le même, c'est l'assiette fiscale, on n'a pas d'argent. Et pour créer l'argent, il faut l'économie. Pour créer l'économie, il faut l'énergie. Et c'est l'énergie qui développe l'économie. Il y a trois choses. Il y a le métal. On n'arrive pas à transformer le fer. Dans mon village, il y a le fer. On l'arrache au mur, sur les montagnes, au sol, à fleur de peau. On a le métal. Les Chinois viennent transformer, on se plaint. On a l'énergie. On n'arrive pas à mettre les centrales nucléaires en marche parce que on ne veut pas réfléchir. On fait plutôt les barrages, où on détruit la forêt, on va couper le ceci. Il y a l'énergie solaire que Dieu nous a donnée, personne ne l'utilise. Il y a le thermovoltaïque, il y a le vent. Personne n'utilise le vent. Mais vous voulez vous plaindre. C'est là où on devait fermer toutes ces universités-là et les orienter vers la pratique. Hein? Nous sommes dans les réseaux convolutifs. Des réseaux de neurones artificiels. On essaie de fabriquer un monde qui n'existe pas, alors qu'on nous demande de fabriquer ce qu'on peut manger, ce qu'on peut... Hein? Donc, mon prochain livre, c'est ça, l'industrie. Industrialisons-nous ou taisons-nous. Vous vendez les mèches des Chinois. Vous vendez les babouches des Chinois. Vous vendez les chocolats des Suisses. Vous importez le vin des Français. Le champagne, voilà les fêtes. Mais vous voulez quand même que le pays se développe. Je me demande comment on va se développer. Il faut savoir que les gens ont risqué de leur vie. Les gens ont misé des milliards. Les gens investissent massivement, même intellectuellement. Et je reproche à quelques intellectuels, même qui sont riches, quand ils veulent ouvrir des structures chez nous, ils disent, on n'essaye pas. Dans son pays, on doit injecter du milliard. Quitte à perdre. Si moi j'avais 10 milliards ou 100 milliards, je les mettrais pour l'économie et l'innovation. Ça ne vous intéresse pas parce que ça ne fait pas gagner la mairie. Hein? Ça ne fait pas être député. Ce genre de discours-là, ça ne vous intéresse pas. Et à ceux qui m'ont fait le reproche de ne pas être dans ce parti politique d'opposition, ou parce que j'ai fait des vidéos par ailleurs, pour défendre la liberté, ils ne m'ont jamais approché de manière honnête. Ils aiment aussi la théorie de Samori Touré, la chaise brûlée, la terre brûlée. Il faut qu'il n'y ait personne d'autre qui brille, à part les gémons, colons. Et quand vous dites ça, ça énerve, pourtant c'est vrai. On n'a pas fait un casting de talent. On n'a pas appelé les gens qui peuvent amener la réflexion. Et nous, on va continuer de donner la réflexion. Donc mon prochain livre, c'est ça. Industrialisons-nous, taisons-nous.
Et ça passe par le deep learning. Il faut qu'on apprenne, qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse sur notre pays. Et je peux vous rassurer que je donnerai toute mon énergie. La vie n'est pas facile, mes chers frères. Si le bien était si facile, pourquoi le mal est partout? C'est parce que la vie est difficile. C'est le mal qui gagne, qui tend à gagner. Mais nous devons résister. Nous devons lutter pour que les gens aiment leur vie et soient bien. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Il ne faut pas céder à la défaite de la pensée. Il ne faut pas fuir le bonheur. Il faut croire. Il faut continuer d'aider. Il faut continuer de rêver. Surtout pour les plus jeunes. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? De toutes les manières, moi, je vous aime. Je suis obligé de vous aimer. C'est par amour qu'on a fait des choix parfois, peut-être trop ou mal, mais il y a une constance. Je vous aime. J'aime cette Afrique qui se lève. J'aime cette jeunesse qui a besoin d'encadrement. J'aime ces gens qui réfléchissent pour que le pays avance, quel que soit le domaine. Et un homme comme moi, je dois faire un effort de me situer au-dessus des chapelles partisanes et claniques. Donc je vous comprends. Et je suis à votre service. Je continuerai de partager mes connaissances. Et voilà, je continuerai de vous aimer. Je suis juste déçu parce que j'attendais beaucoup de l'Afrique. Je veux voir les industries en Afrique. Hein. Je sais de quoi je parle. Je veux voir l'école changer. Évidemment, c'est ça la politique. Et je suis fatigué de ces politiciens-là qui veulent vivre pour eux. Votez-moi, moi. Mais quand tu arrives dans les villages, les gens sont abandonnés. Quand tu arrives dans les villes, les gens sont abandonnés. Les gens sont abandonnés parce qu'eux-mêmes ne se prennent pas en charge. Et les gens attendent tout des gens comme nous. Nous ne sommes que des humains. À part faire une réflexion comme j'ai faite là, ce matin avec vous, où les gens peuvent s'améliorer eux-mêmes en apprenant. Je ne vais pas porter un drapeau pour aller, ou je ne vais pas porter un fusil pour aller tuer ou tirer sur quelqu'un. C'est contraire à mes convictions. C'est contraire à l'idée que je me fais de l'amour. Moi, je suis un pacifiste. Je suis quelqu'un qui peut donner tout. J'ai même perdu parfois la santé pour aider ma famille, pour aider mon clan, pour aider mon pays. On écrit des livres, vous vous moquez de nous. Mais j'aimerais vous rassurer que sans la pensée, vous ne pouvez pas vous développer. Sans la pensée. Et le livre est là. Et si on s'augmentait? Quand on écrit, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Ou pour vos enfants. C'est parce qu'on a lu qu'on peut concevoir le monde, qu'on peut rêver. C'est parce qu'on lit qu'on imagine. C'est parce qu'on lit qu'on découvre, qu'on apprend, qu'on comprend que nous ne sommes pas le centre du monde. Donc, un, il faut dépasser son ego. Deux, il faut dépasser le mental. Le mental qui nous met au centre de nous, des vies. Tout nous appartient. On veut tout bouffer. Et puis, on s'ouvre au monde. On s'ouvre à la grandeur. On s'ouvre à la paix. On s'ouvre à l'humanisme. On s'ouvre aux grandes idées. On veut transformer le monde, créer des entreprises, aider les autres. C'est ça peut-être mon erreur, de vous avoir trop aimé. Donc je vous souhaite une très bonne fête. Mon livre effectivement parle de l'industrie. Je vais partir des expériences concrètes. Le cas de l'Inde. En Inde, tous les Indiens sont devenus informaticiens, ingénieurs, sans passer même par l'école. Même dans les villages, ils sont ingénieurs en informatique. Et ils ont battu les États-Unis. Donc, nous pouvons développer une industrie de l'intelligence en Afrique et surtout au Cameroun. Je me détache un peu de Kalala Omotunde, mon regretté frère, parce que je ne reste pas focalisé sur l'Égypte qu'on est d'avant. On était grand, on doit être grand demain et aujourd'hui et maintenant.
Soyons grands maintenant. Vous ne pouvez pas être des grands intellectuels à la Banque mondiale, on arrive chez vous, il n'y a même pas de latrine, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'école. Faisons ce sacrifice-là et vous allez voir que même les politiciens vont fuir. Quand vous dépassez le politique par l'économie, ils disparaissent parce qu'ils ne servent à rien. Quand vous arrivez aujourd'hui, vous créez une petite société, même dans un village, vous voyez comment la vie change. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je vous pousse à faire, quelles que soient les difficultés. Donnez de l'emploi, aidons les gens chez nous. Perdons de l'argent pour que les gens trouvent la vie. Voilà. Et nous vivons dans un monde de guerre. C'est la guerre qui fait vivre. Hein. Puisque pour qu'il y ait la guerre, il faut créer un moteur de haine. C'est la guerre. Et la guerre en Russie aujourd'hui, en Ukraine, nous permet, nous, de nous libérer de l'esclavage, de la colonisation, du CFA, de tout ça. Même comme, c'est pas parce que je suis en France que je vais vous dire que si on ne se libère pas maintenant pendant la guerre en Ukraine, on est parti pour 200 ans d'esclavage. Et vous allez encore faire les lives pour vous étouffer, vous énerver. C'est maintenant qu'on se libère. Parce que c'est quand il y a la guerre que chaque peuple se ferme. Chaque peuple se ferme pour chercher son pain. La preuve, depuis quelque temps, vous cherchez à manger le pain, chacun, le pain de patate, le pain de manioc, alors que ça existe là depuis, mais personne ne fait les recherches. On peut aussi fabriquer nos voitures électriques. En Ouganda, les jeunes Ougandais de 20 ans fabriquent des voitures électriques. Hein. C'est le métal, c'est le fer qu'on arrondit et on met des plaques solaires. La technologie est là. Nous ne voulons pas travailler, nous voulons pleurer. Nous voulons accuser les autres. Nous voulons trouver les boucs émissaires. Oh, il m'énerve, il m'énerve. Mais si je vous énerve, ça va vous payer le loyer? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je vous énerve ou pas? Mais est-ce que ce que je dis est important? Vous voulez faire passer des gens comme moi pour des moins savants subitement? Donc hier, j'étais intelligent. Parce que je ne dis plus ce qui vous plaît, je ne suis plus intelligent. Et puis, il faut savoir que le monde a changé. Les doctorats qu'on a empilés ne servent plus à rien. L'école évolue. Le savoir évolue. Les gens ont des connaissances pointues aujourd'hui sans avoir même été à l'école, mais ils dirigent le monde. Il faut que l'Afrique entre dans ce domaine-là, de ne plus pleurer, mais de créer. On travaille beaucoup et mal. J'étais à Fumbote l'autre jour, je vois les tomates pourrir au sol. Il suffit juste de fabriquer un peu des bocaux, hein? Des boîtes, on presse la tomate, on stérilise, on ferme, on vend. La tomate pourrit, les gens pleurent. Les mangos pourrissent, les gens pleurent. L'huile de palme pourrit, les Bolloré transforment, ils vendent. C'est-à-dire rien, on ne veut pas nous... C'est incroyable. Bon, bref. Africains, arrêtez de pleurer. Et voilà. Le prochain livre, c'est Industrialisons-nous et taisons-nous. Les bavards d'avare, ça suffit. Donc, vous pouvez le commander dès maintenant. Voilà. Et voilà, les livres sont là. Hein. Vous pouvez toujours les lire. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne année. Et soyez sages. Soyez sages. Je vous aime. C'est Mouleti.